pense que le titre nous a été inspiré à la fois de la manière du contenu et de la manière dont les enseignements sont donnés en psychologie, et aussi à travers nos premières expériences de pratique clinique au sein des institutions. Donc on peut vraiment faire le lien entre les enseignements tels qu'ils sont donnés et les pratiques cliniques. Cette mise à l'épreuve pour nous, elle passe par deux grandes manières de mettre à l'épreuve les psychologies du féminisme, des féminismes. C'est d'une part de visibiliser des travaux, des recherches, des discours faits par des femmes et qui sont invisibilisés à cause du système patriarcal. Et d'autre part, c'est de faire connaître des travaux qui là ont été critiques des discours et des savoirs les plus communément transmis et donc qui les ont analysés à l'épreuve des rapports de domination. Le système d'intervention sociale, judiciaire et institutionnelle témoigne donc d'une production disciplinaire de genre, destinée à promouvoir la sexualité reproductive et l'hétérosexualité dans ses formes bourgeoises, à l'exclusion des autres formes de sexualité. Ça parle pas trop d'amour, le livre. Qu'est-ce que tu connais l'amour, toi? Plein de choses. Toutefois, les caractéristiques relevées chez les filles des milieux élevés seront appliquées aux filles des milieux populaires au moment où l'universalité de l'adolescence devient une évidence dans le domaine ci. You just want to go to the boardwalk and sell some shit? I can't. I'm late for my biology, actually, no. We're doing a play and I'm the mermaid. Valérie Valkerdine, une spécialiste des Girl Studies, préconisait, il y a quelques dizaines d'années, qu'il faut se dégager des théories du développement, sortir la fille de son statut inachevé, de l'entre-deux dans lequel on l'enferme trop souvent, de son devenir femme pour la penser en termes d'agency, d'autonomie et de responsabilisation. C'est-à-dire que c'est une époque où on dit que la féminité disparaît, mais en fait, les contours de ce qui est féminin, de ce qui l'est pas, et de ce que la femme doit faire et doit atteindre restent quand même assez pérennes et fixes durant les 2 décennies où on crie en fait à son total bouleversement et à sa disparition. Le discours intègre l'idée d'émancipation qu'il ressent dans la société à ce moment-là, mais propose en réalité aux femmes de quitter une féminité traditionnelle pour une féminité traditionnelle mais modernisée. Dans les années 60 aux États-Unis, les ressources psy, au sens très large, ont été critiquées, mais elles ont aussi constitué justement des ressources quand même pour les mouvements sociaux, pas que les féministes. Et donc dans le fameux slogan « le personnel est politique », il y a aussi l'idée que le psychologique c'est le personnel, et donc il y a un lien qui a été relativement directement fait, je dirais, par des militantes féministes aux États-Unis, qui à la même période n'a pas été fait dans d'autres pays. Et donc après cette non-transmission transatlantique, qui n'est pas la seule qui n'a pas passé, je dirais, est liée à une histoire de la psychologie, de la thérapie, de la psychanalyse, qui est extrêmement différente entre les contextes. Chaque fois que les neuroscientifiques nous disent on a trouvé une différence dans le sexe du cerveau, encore une, on peut se demander aussi pourquoi il n'y a pas plus de différences, pourquoi d'une certaine manière ces différences ne sont pas plus marquées dans le cerveau, puisque la plasticité est aussi une notion qui permet de mettre en évidence quoi? Quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire qu'au fond, les différences entre les individus sont beaucoup plus importantes que les différences entre les groupes. Et cette notion de plasticité est une notion intéressante parce que d'un côté, elle vise à expliciter un processus de sexuation, d'accord, des différences potentielles de groupe, et puis aussi elle désexue, puisque au fond, c'est une notion qui montre quoi? Eh ben, il y a autant de cerveaux qu'il y a d'individus.
Le programme de recherche, c'est en fait de trouver des antidotes, si j'ose dire, au neurosexisme, avec 2 programmes, je dirais, relativement forts. Un projet empirique qui est de développer des neurosciences féministes et queer, ou en tout cas d'explorer cette possibilité. Et l'autre projet, qui est un projet peut-être plus orienté vers les études sociales, des sciences et des techniques, qui vise à faire émerger les problématiques politiques sous-jacentes à la production des savoirs sur le cerveau. Alors, l'intérêt de ce projet, justement, comme il est interdisciplinaire, c'est de ne pas détacher des préoccupations empiriques, c'est-à-dire, en tant que féministe, on n'a pas l'obligation de sortir de la science, on n'a pas à choisir entre science et politique, et ça c'est une des ambitions, mais peut-être aussi un des défis qu'essaie de relever le réseau Neurogenderings. Et qu'est-ce que c'est le narcissisme des petites différences? C'est le fait de ne pas supporter que le voisin soit un peu différent, mais en fait presque comme vous. C'est le presque qui gêne. Donc on va décider que, eh ben non, c'est totalement différent. C'est l'autre avec un grand A et tout ce que vous voudrez de ce genre. Et que la différence sexuelle, c'est pas une petite différence, c'est la différence. Bien sûr que non, c'est pas la différence. C'est une notion qui m'est restée, en fait, que j'ai toujours quelque part au fond de ma tête, de savoir à quoi servent les théories, en quoi elles peuvent effectivement aider les praticiens, les thérapeutes à entendre, à aider les patients, mais également en quoi ça peut devenir, la théorie peut être une norme coercitive par rapport aux dires des patients, des patientes. Les consultations sont faites devant tout le monde, parfois pas les patients, mais parfois oui, devant tout le staff infirmier. Donc il n'y a pas d'intimité, on n'est plus une personne, on est une chose, et en plus une chose coupable qui a fait quelque chose de mal. Et donc c'est vrai que après 1 an de ce régime-là, je dois dire que j'étais contente de sortir et j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais intégré que j'étais une personne incapable, assistée, qui inventait, hystérique. Heureusement que ma psychologue, qui était vraiment extrêmement sympathique et très professionnelle, a réussi à m'aider à sortir. Ça a été très dur, mais j'ai réussi. Je trouve que la psychologie, en ce qui concerne le genre, est très arriérée. De façon générale, il y a évidemment des exceptions, c'est celles qui sont intéressantes, mais de la même façon qu'au niveau de l'institution médicale, c'est vraiment problématique. Et dans le champ de la santé mentale, où quand même il y a encore des collègues qui ne sont pas psy, qui pensent que le jour où on pourra enlever la petite cerise qui représente la schizophrénie, tout sera réglé. Et puis également donc la façon dont les gens sont pris en charge, et notamment le corps des femmes, qui est un enjeu fondamental dans l'institution médicale. Les interventions qui se veulent pour le bien d'eux, avec toute la bonne foi qu'ont les intervenants, peuvent avoir des effets iatrogènes par rapport aux personnes. Ça veut dire des effets qui vont, au contraire, augmenter les problèmes de santé. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas adaptés. Et donc, il y a toujours ce rappel à l'hétéronormativité, sachant qu'il y a, dans ce que j'étudie pour le moment, un double mouvement dans le processus, puisqu'il y a en même temps l'hétéronormativité, donc le fait de présupposer que l'hétérosexualité est plus valable, normale, morale, etc., naturelle, que les autres formes d'orientation sexuelle. Et de l'autre côté, il y a l'hétérosexisme qui est tout ce qui est autre que hétérosexualité, on l'abaisse. Donc il y a ce double mouvement-là qui est dialectique. Au niveau des interventions psychosociales et thérapeutiques concernant donc les personnes LGB, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'un côté tout ce qui est pathologisation, le fait de considérer que c'est encore une pathologie. De l'autre côté, c'est vraiment pile ou face de la même pièce, tout ce qui est l'ordre du fait de dire que finalement c'est la même chose, et puis c'est plus si grave, et puis l'égalité est atteinte, et puis il n'y a plus de différence. Et pour parler des choses, il faut les définir d'abord et opter pour une définition. Et là, on n'est plus dans la confusion. On sait si on parle des organes génitaux. Et là, c'est donc des organes secondaires qui vont permettre cet échange. C'est ça, généralement on appelle ça le sexe, mais ça c'est pas le sexe, c'est les organes secondaires qui vont permettre à la fonction du sexe d'être. Et dans ces organes secondaires, on a des différences là. Ce qu'elle explique, c'est extrêmement important pour les personnes trans, pour les transidentités,
ça va avoir, et ça a des répercussions au niveau terminologique et au niveau de la vision systémique et sociale de comment on parle des personnes trans, où on se situe. On ne se situe pas au niveau des sexualités, on ne se situe pas au niveau des sexes. Finalement, devenir homme, c'est oublier les femmes, parce que Chris est féministe. Est-ce que c'est abandonner les femmes, comme il dit dans le film? Est-ce que c'est oublier mon féminisme? Est-ce que c'est prendre la place du mâle dominant blanc? Et donc tout ça, c'est pour ça que j'avais choisi Chris dans les personnes. C'est parce que c'est quelqu'un justement qui se pose cette question-là, mais qui n'a pas de réponse. Ce genre d'événement-là, ça montre qu'on peut réfléchir et agir avec cette réflexion-là. Donc, ramener une réflexion à des personnes qui ont encore même plus d'expérience et les partager avec eux. Et montrer aux étudiants qui sont maintenant dans la faculté de psycho, par exemple, qui peuvent aussi faire quelque chose avec ça. Donc, que c'est un échange avec l'université. C'est pas unilatéral, on peut aussi faire quelque chose, on peut être acteur de nos savoirs. Et il y avait des échanges, des travailleurs, des professionnels qui travaillent dans la santé mentale depuis 20 ans, 30 ans, etc. Et qui donc pouvaient ramener leur savoir pratique au sein de l'université où il y a énormément de savoir théorique. Interrompre une grossesse d'une femme qui vous dit, écoutez, moi je viens d'acheter une maison à Rouen, il y a 3 chambres prévues, il m'en faut une pour les amis, j'ai déjà 2 enfants, il n'y en aura pas un 3e, ça ne va pas. Avorter une femme qui vous dit écoutez, moi j'ai déjà 4 garçons, si j'avais une fille je la garderais, mais si j'ai encore un 5e garçon je vais avorter, alors là ça c'est la tarte à la crème, c'est l'avortement pour une question de genre. Peut-on ou ne peut-on pas avorter en fonction du sexe du fœtus à venir? Eh bien, les équipes qui sont mal avec toutes ces questions, qui sont en difficulté, qui sont en souffrance avec toutes ces questions, sont celles qui psychologisent le plus les patientes qui n'ont rien demandé. Ça m'a ouvert à des nouvelles façons de voir ces discours. Par exemple, l'intervention de Marika Messef qui disait que finalement le discours est plutôt à stopper la procréation. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose dans quoi moi je baigne, puisque c'est plutôt l'inverse qu'on entend. Et c'est vrai que cette distinction, par exemple, entre les discours de l'organisation de la société et puis les discours de l'entourage, les représentations sociales qui sont véhiculées, il y a cette injonction paradoxale. Et donc comment gérer ça, comment traiter ça en tant que sage-femme avec les femmes qu'on va rencontrer par rapport aux difficultés que ça peut leur poser concrètement dans leur vie quotidienne. Voilà, puis toute cette intervention de Dominique Rouanet par rapport à l'IVG, honnêtement ça m'a juste donné envie d'aller passer une semaine à bosser avec elle, et pas que la maternité qui peut être bien vécue, la non-maternité aussi. Et je pense que c'est super important quand on travaille avec des femmes qui deviennent mères de se rappeler de ça aussi. Donc, vous dites qu'il vous a suivi dans l'escalier, et après? Il m'a jeté par terre. Je sais plus après. Ah oui, c'est précis ça, bravo. Comment pouvez-vous être sûr qu'il vous a violé si vous ne vous en souvenez pas? J'ai peut-être pas envie de m'en souvenir, vous pouvez comprendre ça? C'est la transformation corporelle et ce sentiment d'irréalité. Vous avez eu l'impression de ne plus être à l'intérieur de votre corps, d'avoir été coupé et d'avoir vécu la scène de violence comme si vous étiez à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de victimes qui rapportent les violences vécues en disant c'était comme si j'étais plus à l'intérieur. Je voyais ça comme si c'était filmé d'une caméra externe, et ça permet à la personne d'être anesthésiée, d'être un petit peu coupée des violences qu'elle a subies. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, parce que depuis, moi j'ai commencé ma thèse en 2009 en fait, où alors là il y avait vraiment rien. Féminisme et psychologie en francophonie, disons, c'était très difficile à part au Québec. Et donc là, quand même, ces dernières années, j'ai vu se développer des questionnements sur genre et santé mentale, psychologie et féminisme, et je pense que c'est des événements très importants. Je dirais, recueille l'héritage
de la psychologie et du féminisme, et recueille l'héritage, comme dirait Françoise Collin, sans testament, c'est-à-dire sans mode d'emploi. C'est-à-dire qu'elles vont se l'approprier. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer au cours de ce colloque, qui, à mon avis, n'est pas certainement pas un one-shot. Hein. Il y aura des suites. Je crois que c'est le début de quelque chose. Et je vous souhaite une belle aventure. Et si on peut vous soutenir et participer à l'aventure, on sera présent. Une belle surprise. Hein. D'abord, je trouve ça magnifique que c'est été organisé par des jeunes femmes comme vous qui sont en questionnement, qui effectivement retraduisent des questionnements hérités, comme disait notre ami. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est extrêmement... Ça montre que les choses sont vivantes. Et pour moi ce genre d'expérience comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la plupart des colloques auxquels je peux assister, mais vraiment aucun rapport, parce que je sens qu'il y a de l'air ici. Il y a de l'air et on n'est pas là pour prouver, pour s'assujettir et pour donner des preuves de bon académisme, disons. Et je trouve qu'il y a un vent de liberté qu'on ressent dans ce que vous avez proposé, qui est extrêmement précieux et très joyeux, et c'est très stimulant.